Quand j'étais petite, il y avait cette espèce d'illumination dans la bibliothèque de mes parents, parce que je ne vais pas frimer comme font certains en disant oui, que leurs parents étaient illettrés, etc. Non, je vais rendre compte du fait qu'il y avait des livres chez mes parents et que, en particulier, il y avait les grands auteurs martiniquais, c'est-à-dire il y avait le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, qui a été vraiment pour moi comme une illumination, comme une espèce d'élément fondateur, hein, parce que c'est à la fois le poétique qui rejoint le politique, puisque c'est tout un programme aussi pour améliorer la ville de Fort-de-France en montrant ses plaies, et également un monument poétique, bien sûr. Et il y avait également Peau noire, masque blanc de France Fanon, qui a été pour moi aussi très initiatique dans la mesure où nous subissons même encore aujourd'hui le préjugé de race, le préjugé de couleur, et même à l'intérieur des familles. On nous dit par exemple, tel enfant, il est mal sorti, ça veut dire sorti foncé, puisque perdure la notion de malédiction liée à la couleur foncée. Et quand quelqu'un est clair, on dit qu'il est la peau sauvée, sauvée de la malédiction de la noirceur. Justement, dans une espèce de complexe d'infériorité, puisque cette idée de race a été inventée. Bon, déjà, on sait qu'elle a été inventée assez récemment, étant donné que même l'esclavage, lui, il remonte à bien avant la période de l'esclavage chez nous, aux Antilles, etc., aux États-Unis. Bon. Mais on inculquait, y compris dans un enseignement religieux, puisqu'on baptisait les esclaves, et on leur inculquait aussi l'idée que c'était normal, que c'était dans la Bible, puisqu'il y a cette fameuse malédiction des descendants de Noé, des fils de Cam, qui est une malédiction terrible, étant donné que, bon, déjà c'est assez bizarre parce que ce sont plusieurs frères, et qu'il y aurait donc les descendants de deux frères qui seraient destinés à être les maîtres des descendants de celui qui était coupable d'une seule chose. Bon, quand Noé, à la fin du déluge, était tout content et s'est enivré, il était très saoul et il s'est déshabillé. Et il s'est même mis tout nu et l'un de ses fils aurait ri alors que les autres auraient couvert la nudité de leur père. Et donc, d'où la malédiction pour celui qui n'a pas, qui a ri. Et moi, je trouve ça complètement injuste parce que bon, il a ri parce que bon, quand on voit son père qui gesticule, tout saoul, tout ivre et bon, avec le pénis à l'air, bon, ça peut effectivement paraître drôle à un jeune garçon. Et puis surtout, la condamnation est terrible puisque c'est condamner les descendants de ce frère-là à servir les autres. Et on a prétendu que ces descendants-là étaient les Africains noirs. Et c'est la justification donc pseudo-religieuse, enfin en tout cas biblique, qui est donnée. Même si d'ailleurs dans la Bible, c'est pas clair qui sont les descendants de Cam, les Kémites, donc les Noirs, seraient les fameux voués à l'esclavage et à servir ceux des autres races blanches et sémites. Et là, moi, depuis que je suis toute petite, je marronne, donc je suis comme une espèce d'esclave qui s'échappe à ça. Bon, Fanon a écrit qu'il voulait ne pas être esclave de l'esclavage qui déshumanisa ses pères. Et moi, je vais même au-delà, moi, je me veux marronne. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, un collectif de plusieurs universitaires qui s'intitule « Métissages et marronnages » dans l'œuvre de Suzanne Dracius. Ce sont mes deux thématiques majeures et que je vis tout le temps et que je pratique dans tous mes textes, que ce soit poésie, roman, etc. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de souffrance à partir de ça, encore chez nos contemporains.
Et là, j'avais été déjà initiée à cette réflexion par la lecture de Fanon. Il y avait Glissant aussi, il y avait La Lézarde, mais qui m'avait moins convaincue que Césaire et Fanon. Ça a été moins fondateur pour moi. Mais en fait, je suis quand même par ailleurs professeure de lettres classiques, et il y a aussi beaucoup de tendresse pour moi, d'admiration pour les écrivains, d'une part les écrivains français en général, mais aussi pour les écrivains de l'Antiquité, grecque et latine. Donc par exemple Sénèque, et qui précisément, dans une lettre à Lucilius, s'insurge contre l'esclavage. Donc en pleine Antiquité, avec au 1er siècle comme ça toute une diatribe contre l'esclavage, où il dit « dis-toi bien que l'esclave est ton frère, il respire le même air que toi, etc. » Important aussi peut-être pour débarrasser aujourd'hui les gens des complexes, puisque il faut se rappeler que l'esclavage antique n'était absolument pas basé sur la couleur noire, du tout. D'ailleurs, le mot esclave lui-même désigne les Slaves. Il y avait énormément donc, de trafic de marchandises humaines, d'esclaves qui venaient de ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être la Slavonie, etc., tous ces lieux. Et puis, en latin, le mot esclave se dit servus, S-E-R-V-U-S, qui est de la famille de préserver, c'est-à-dire que comme la plupart étaient des prisonniers de guerre, c'est parce qu'ils étaient sains et saufs. Servus, ça veut dire, le premier sens, c'est sains et saufs. On leur a épargné la mort, leur vie a été épargnée, d'où la relation perverse entre maître et esclave, puisque l'esclave est censé avoir un sentiment de reconnaissance, de gratitude pour ne pas avoir été tué, et aussi parce qu'après on lui donne à manger, à vivre, ce qui est complètement pervers, puisque c'est tous les rapports de vainqueur-vaincu, mais je crois que c'est important aussi de le souligner aujourd'hui, puisqu'on a inventé des lois, alors par exemple le code noir, qui légifère sur le traitement infligé aux esclaves, puisqu'il existait aux États-Unis par exemple la loi de une seule goutte de sang noir qui fait de vous une personne noire et potentiellement donc un esclave, jusqu'à preuve du contraire. Et ce sont des éléments, je crois, qui sont méconnus. Enfin, c'est pas que je le crois, d'ailleurs je le vois, parce que je sais que même dans des populations qui sont concernées directement, comme en Martinique où j'ai enseigné, et même au niveau universitaire, il n'y a pas si longtemps encore, il y avait très peu de jeunes gens lettrés, cultivés, qui avaient cette notion que liée à la couleur de peau noire, ou même simplement au fait d'avoir une goutte de sang noir, le fait d'être potentiellement esclave, est une invention. C'est une invention totale et même une aberration. Alors, justement, j'en profite pour me présenter parce que moi, justement, j'ai donc cette ces gouttes de sang noir, et je les ai même jusqu'au tréfonds de mes os. Parce que quand on m'a fait une ostéodensitométrie, vous savez, on fait faire aux femmes la mammographie, et puis pour lutter contre l'ostéoporose, on fait faire aux femmes aussi beaucoup la recherche de la densité osseuse. Et j'avais fait ça ici, où j'avais fait d'abord, heureusement, la mammographie, avec une dame encore plus bavarde que moi, qui m'avait raconté sa vie et savait à peu près tout de la mienne, et en particulier de mes métissages. Donc elle savait que j'avais cette ascendance africaine noire. Et après, je suis passée pour faire la recherche de la densité osseuse avec une autre dame qui m'a montré l'écran avec une courbe dans le rouge, qui m'a fait asseoir devant l'ordinateur comme s'il avait peur de me casser en me disant « on va vous soigner ». Alors, terreur. Et la bourrasque bavarde est entrée, elle a dit « mais qu'est-ce que tu as fait, ma petite martiniquaise ?» Et alors, elle a eu l'idée géniale de changer, puisque ça se passait à Paris, donc ça saute pas aux yeux que je suis africaine, en fait. Bon, ok, tout le monde est africain, mais ça, c'est encore une autre question, mais disons... et donc, l'idée a été de mettre d'enlever caucasienne et de mettre sur africaine. Et là, je deviens normale. Mon seul regret, c'est que Césaire
qui appréciait beaucoup mes écrits, était déjà mort. Mais lui, il l'avait déjà dit. Il avait déjà dit, l'Afrique, on ne la voit pas beaucoup sur vous, mais elle est en vous, elle est dans vos livres, et n'imaginez pas jusqu'à quel point elle est là. Parce que, en fait, alors, moi j'ai quatre continents et demi. Donc j'ai l'aïeul français blanc, qui est arrivé donc, après 1635, en Martinique, puis l'enfant mulâtre issu d'alliance, enfin d'union avec l'esclave noire africaine. En amont, il y avait aussi, enfin, disons qu'il y a eu aussi des unions entre nègres marrons, c'est-à-dire les Africains esclaves qui s'enfuyaient, qui fuyaient la plantation, et de ces unions avec les rares, on va dire, amérindiens, donc descendants de Caraïbes et d'Arawak, qui s'étaient réfugiés au nord de la Martinique, beaucoup aussi pour fuir donc les conquérants, les colons. Beaucoup étaient partis à la Dominique, l'île qui est au nord, juste au nord de la Martinique, mais beaucoup revenaient tout le temps et faisaient des enfants avec les nègres marrons. Mon père est du nord de la Martinique, hein, du village qui s'appelle Le Marigot. Et donc j'ai par exemple, dans les premiers temps de la photographie, c'est très émouvant, il y a la photo d'une parente de mon père, avec des nattes, vous savez, qui arrivent presque aux genoux, huileux, cette espèce de cheveux huileux, et ces pommettes typiquement amérindiennes qu'on retrouve d'ailleurs chez les Indiens d'Amérique du Nord aussi, les pommettes en question, dont j'ai hérité, je suis contente. Bon. Et il y a aussi, après l'abolition de l'esclavage, ce qu'on a appelé les coulis, un peu péjorativement, qui sont les Indiens de la vraie Inde, cette fois-ci, pas des West Indies, et qui sont des Indiens des basses castes. Et j'ai pas honte, parce que finalement, je suis issue de tous les damnés de la terre, comme justement disait Fanon, de tous les déshérités, puisque même mon blanc n'était pas... c'était des gens qui partaient faire fortune aux colonies, bâton levé, mèche allumée, mais bourse plate. Puisque seuls les nés, même dans les familles nobles, héritaient. Et les garçons, à cette époque. Donc, en fait, là aussi, même du côté blanc, c'est déshérité. Et puis, j'ai aussi, pour finir, à la fin du 19e siècle, une arrière-grand-mère chinoise. C'est pour ça que je m'amuse à dire que j'ai 4 continents et demi, puisque j'ai l'Asie en double avec l'Inde et la Chine. Voilà pour l'explication. Et voilà, ça me donne une jonction avec tous les peuples, parce qu'en fait, je suis une humaine. Comme disait Terence, qui est, justement, vous m'avez demandé les influences tout à l'heure. Terence m'a beaucoup influencé, cet auteur comique, entre guillemets, hein, bon, auteur de comédie latine, mais pleine de réflexions. Par exemple, la réflexion Homo sum, ame nil alienum. Nil humanum alienum puto, c'est-à-dire je suis un humain, rien d'humain ne m'est étranger. Ben, moi, je suis d'accord avec cette formule de Terence, qui est d'ailleurs un des premiers auteurs africains, puisqu'il était carthaginois, d'Afrique du Nord, originaire de Carthage. Donc c'est encore une correspondance que j'aime bien. La maison où j'habite, c'est à Fort-de-France, dans le quartier qui s'appelle la Pointe des Nègres, dont j'ai dit que c'était le nom gardé de l'époque où il y avait l'arrivée, dans ce lieu-là, des bateaux et la vente aussi des marchandises humaines qui étaient déportées, les Africains qui étaient déportés et qui étaient vendus là comme esclaves. C'est très symbolique pour moi parce que finalement c'est une mémoire, mais une mémoire vivante. Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs pour qu'on garde ce nom, puisque se débarrasser des noms, c'est se débarrasser aussi du souvenir. Et moi je suis pour l'anamnésie propitiatoire, c'est-à-dire que bon, l'amnésie collective, elle a assez sévi comme ça. Moi je me rappelle que quand j'étais petite, dès que je voyais une personne très âgée, je lui disais « mais raconte-moi l'esclavage ». Et on me disait « oh là là, non, non, il ne faut pas parler de l'esclavage ». C'était tabou.
Et jusqu'à présent même, j'ai entendu par exemple une dame, une lectrice, à la suite d'une conférence, me dire qu'elle aimait bien ce que j'écris. Mais elle me disait, mais pourquoi vous parlez de l'esclavage? C'est honteux pour nous. Je dis, mais c'est pas sur nous la honte. C'est comme dans le viol. Quand une fille est violée, elle a honte. Non, la honte, elle est sur le violeur. De même que dans l'esclavage, la honte n'est pas sur l'esclave, elle est sur l'esclavagiste. Bon, moi, j'ai en moi forcément des gens qui ont été esclavagistes. C'est pas d'eux que je suis le plus fière. Moi, je suis plus fière du marron. Et donc, j'aime bien ça. J'aime bien aussi le fait que je suis à Fort-de-France, mais dans une maison avec jardin. Bon, même si le jardin n'est pas immense, mais c'est très important pour moi. D'ailleurs, je l'ai écrit dans Rue Monte-au-Ciel, ce que j'appelle la chlorophyllienne création. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir ce contact avec la nature, les plantes, etc. D'ailleurs, quand je suis en Martinique, bon, voilà, j'écris là sur la terrasse, vraiment quasiment dans le jardin, parce que c'est vraiment quelque chose qui me pénètre, qui me nourrit. Et bon, sinon ma vie là-bas, tous les jours je vais me baigner parce que j'ai aussi besoin de ça. J'aime bien bon, là-bas on pratique les bains des marées hein, dans le Chimbois. Bon, c'est pas vraiment des bains des marées, mais si, un petit peu pour se dégager des soucis, des contingences, etc. C'est important pour moi de me baigner dans la mer Caraïbe qui est tout près donc de chez moi. Les éléments constitutifs sont aussi dans la danse. J'aime beaucoup danser. Alors, par exemple, récemment, nous avions le carnaval où je me suis bien défoulée. Mais surtout, j'ai eu d'ailleurs une jolie surprise. Alors, c'est encore en rapport avec l'esclavage. Je vous dirais que je suis obsédée, mais ça a son importance. Figurez-vous que longtemps, la figure du nègre marron a été diabolisée. Parce que d'ailleurs, bon, dans les textes anciens, on peut voir que parfois le nègre marron, en particulier dans ce petit marronnage chronique qu'il y avait en Martinique, parce qu'on n'a pas eu de très gros marronnage, mais souvent les marrons venaient, comme ils vivaient comme ça dans les bois, ils avaient peu de moyens de subsistance, parfois ils venaient voler sur l'habitation, c'est-à-dire l'habitation, ça désigne l'ensemble de la plantation, les maisons du maître, la maison du maître et les cases à nègres, comme on disait, les cases nègres. Donc ils descendaient et ils volaient dans les cases nègres. C'était pas facile d'aller voler dans la maison du maître, la grande case. Donc ils volaient des petites choses et puis aussi dans les petits jardins créoles, parce que chaque esclave avait son petit jardin pour améliorer son ordinaire de ce que le maître voulait bien lui donner. Donc voilà. Et l'esclave marron, en plus, était diabolisé par le maître, qui, bien sûr, rendait ce personnage effrayant, etc. Il n'y a qu'à date très récente que le nègre marron a été réhabilité. Et il se trouve que, donc, il y a chez moi cette obsession du marronnage. Et quand j'ai vu au dernier carnaval qu'il y avait des négresses gros sirop, j'ai été ravie. Pourquoi? Parce que traditionnellement dans le carnaval, vous avez ceux qu'on appelle les nègres gros sirop. Mais traditionnellement, c'était des groupes d'hommes assez grands, assez musclés, qui avaient une double fonction, puisqu'ils ont le corps enduit de sirop, de gros sirop de canne à sucre, donc c'est pas qu'on dit nègre gros sirop, mélangé à du charbon. Donc c'est gluant, visqueux, et quand ça vous touche, ça vous tâche, etc. Et donc ils assurent un service d'ordre dans le carnaval pour repousser un petit peu les curieux, ménager la voie libre pour le défilé des groupes constitués avec des beaux costumes, etc. pour qu'il n'y ait pas des gens qui se mêlent et que ça ne soit pas trop désordonné. Donc ils ont cette fonction, mais c'est très traditionnel parce que le nègre marron, celui qui s'échappait, s'enduisait aussi comme ça pour partir quand il s'enfuyait, partir dans la forêt et tout ça. C'était à la fois pour lutter contre les insectes et puis pour se noircir encore et être plus invisible aux yeux de ceux qui les pourchassaient. Et donc, il est à la fois symbole de liberté, le nègre gros sirop, et
il fait peur, puisqu'il y a quand même toujours l'image du nègre marron qui est un peu effrayante, parce qu'elle a été diabolisée. Mais aujourd'hui, on le reprend. Et ce qu'il y a comme belle évolution maintenant, c'est que dans le dernier carnaval, eh bien, j'ai vu un groupe de négresses gros sirops. Jusque-là, c'était que des hommes. Et là, il y avait des négresses gros sirops, donc elles sont toutes aussi nues. En fait, ils sont nus avec juste un cache-sexe. Donc les filles ont fait aussi un soutien-gorge, parce qu'on est quand même en Martinique, c'est puritain, mais fait dans des hardes, dans des vieilles hardes, comme les vêtements d'esclaves. Vous voyez, c'est pas des beaux costumes de carnaval comme à Rio, vous voyez. Et ça, c'est fait pour rendre cette impression à la fois de force et de liberté. Donc c'était dans Fort-de-France, parce que le carnaval se déroule, c'est ce qu'on appelle les vidées, ce sont des gros défilés, qui sont dans les rues de Fort-de-France, qui sont débarrassés des voitures pour l'occasion. Et je suis née à la Martinique, à Fort-de-France, née à la maison d'ailleurs, parce que c'était en pleine saison cyclonique. Il y avait une alerte cyclonique et ma mère, qui avait déjà eu d'autres enfants, a dit qu'elle savait faire et qu'elle ne voulait pas quitter la maison, laisser les enfants, etc., pour accoucher. Alors je suis née un 21 août à midi, donc c'est dire si j'aime le soleil. Et puis je suis restée jusqu'à l'âge de 4 ans. Et ensuite je suis venue vivre ici dans l'Hexagone. Je préfère dire l'Hexagone et pas la métropole, parce que le mot métropole est très condescendant, hein, puisqu'il vient du grec avec la notion de référence, hein, de cité modèle, comme si tous les autres devaient se plier à ce modèle. C'est très arrogant, très méprisant. Je préfère le terme d'Hexagone, qui rend l'idée un peu plus poétique d'ailleurs, avec cet angle ouest qui est finalement dirigé vers nous, vers le monde occidental, les confins du monde occidental, comme disait le poète, avec, voilà, si on continue vers l'ouest, on arrive jusqu'en Martinique, jusqu'en Amérique, jusque dans les Amériques, etc. Et en fait, donc mes souvenirs d'enfance sont très vite devenus des souvenirs d'enfance, où après j'ai fait mes études, etc. Et le lieu où j'habite maintenant en Martinique, puisque j'habite en Martinique, j'aime bien aussi, il a un nom symbolique, puisque c'est la Pointe des Nègres, c'est-à-dire que c'était le lieu de débarquement des esclaves déportés d'Afrique, au temps de la traite négrière, de l'esclavage. Oui, alors ça a gardé ce nom-là, parce que justement, bon, heureusement que Césaire est passé par là avec la négritude, Césaire, Senghor, etc., y a des gens encore que le mot nègre choque, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris à la négritude qui permettent justement de se sentir bien dans sa peau de nègre et qui permet aussi d'assumer le passé. Parce que quand on occulte le passé, par exemple si on débaptise le quartier Pointe des Nègres, on va oublier qu'il y avait ces débarquements, on va oublier tout cela. Or, pour ne pas faire se reproduire les crimes du passé, la meilleure solution, c'est d'éduquer, d'expliquer, d'analyser, et pour pouvoir un peu peut-être pas se guérir, mais du moins, un peu comme quand on fait une psychanalyse, hein, quand on dit les choses, quand on les exprime, se permettre une espèce de résilience et sortir plus fort des traumatismes, ma condition d'avoir identifié les traumatismes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une maison natale, une vraie maison natale, qui est au Terre Saint-Ville, aux 3 rue Amédénaï, puisque j'y suis née du fait que c'était la période cyclonique et que ma mère n'a pas voulu monter à la maternité. Elle a dit qu'elle avait assez Et donc, je suis née dans cette maison qui avait aussi un jardinet, c'est très important pour moi, donc dès les premières années de mon enfance, et puis ça s'appelle Terre Saint-Ville d'ailleurs, et j'adorais toucher à la terre. J'adorais aussi aller chez ma grand-mère, qui malheureusement m'a quittée, et que j'adorais, qui a été ma première lectrice en fait, parce que elle avait été institutrice, et elle donnait des cours pour aider un de mes cousins qui avait du mal à étudier. Et alors elle prenait très vite mes devoirs
mes devoirs, mes rédactions, parce que bon, j'étais première en français, etc., après en grandissant. Et voilà. Et quand je l'ai rencontré une fois devenu grand, il m'a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait souffrir? Pourquoi est-ce que tu mettais tous ces mots compliqués, etc. » Voilà. Bon, et le cadre de vie était avec beaucoup de jeux dans le jardin, avec la terre, avec les plantes, etc. Et puis surtout, comme j'étais la petite dernière, je voyais mes frères et sœurs qui se livraient à une activité magique. Tantôt ils riaient, tantôt ils étaient tristes. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ils m'ont dit, je lis. Alors j'ai dit, je veux apprendre à lire. Donc d'après la légende familiale, j'aurais demandé à lire, en tout cas avant l'âge de 4 ans, et on m'a mise à l'école. Il y avait une seule école qui prenait les enfants si petits, et donc j'ai appris à lire. Par contre, j'ai une preuve, c'est que quand je suis arrivée en France, dans l'Hexagone, je savais lire, puisque très tôt, donc comme ça, à la petite école, l'école primaire, donc j'avais les institutrices qui me faisaient lire pour donner l'exemple aux autres petites qui ne savaient pas. Et j'en ai eu la preuve parce que devenue grande, je me suis trouvée dans une poste, ici à Paris, et quand je prenais un truc où il y avait mon nom, et il y a une petite dame âgée qui m'a dit « Ah, vous êtes la petite Suzanne Dracius ?» Et j'étais Mademoiselle Bertin, j'ai été votre institutrice. Et j'adorais vous faire lire parce que vous aviez non seulement ce petit accent créole, bon, que j'ai perdu bien sûr sur les bancs de la Sorbonne et ailleurs depuis, vous aviez à la fois ce petit accent créole et puis c'était bien, ça encourageait vos camarades de voir que vous lisiez. Donc ça, c'est quand même une preuve, c'est pas vraiment que de la légende familiale. Et ce qui est terrible, c'est qu'après, bon, je suis allée au lycée Marie Curie à Sceaux, Sceaux qui est quand même une petite ville assez bourgeoise au sud de Paris, et que j'ai été très bien intégrée, donc c'est aussi quelque chose que je prêche, c'est de bien travailler à l'école, parce que finalement, quand tu es première en français, en latin, puis ensuite en grec, eh ben, tu es hyper respecté, y compris par les parents hyper bourgeois, même si tu es comme ça, coloré, tu es le petit oiseau de couleur, mais pas avec trop de... Enfin, bien sûr, il y a un peu de paternalisme, mais il y a du respect. Parce que, je vais le dire justement avec l'accent créole, tu es première dans le pays de la personne. Tu vois, tu es première en français dans la langue de la personne, donc, et dans le pays de la personne. Et ça compte, puisque c'est même plus qu'une intégration, et c'est pas non plus une assimilation, parce que j'ai toujours gardé mes racines créoles, sans compter que même ici, mon père, tous les jours, racontait, en commençant en français, et ça finissait en créole. Donc je n'ai jamais quitté le bain de langage créole, mais en même temps, j'avais cette implantation, je préfère dire, cette implantation et cette mixité, ce mélange, ce métissage culturel qui me permettait de ne pas me sentir rejetée. Cependant, bon, bien sûr, j'ai quand même subi le racisme, pas dans ma personne, donc, mais dans celle de mon frère, par exemple. Parce qu'avec tous nos métissages là que je vous ai décrits, parce que c'est même papa, même maman, mais aucun des 5 enfants ne se ressemble. Et mon frère, il ressemble à un arabe. Et quand nous étions enfants, c'était la guerre d'Algérie. Donc il y avait, chez certaines personnes, chez certains Français, il faut le reconnaître, il y avait une espèce de haine à l'égard des Arabes, quoi. Il faut dire ce qui est. Et mon frère a vraiment l'air... Et comme les enfants reproduisent ce qu'ils entendent chez leurs parents, eh ben, mon frère subissait des insultes racistes. D'ailleurs, ça a ruiné mes parents parce qu'il a cassé les dents à un moment à un enfant. Et à cette époque, il n'y avait pas de loi contre les insultes racistes. Donc mes parents ont payé. Mon frère, on avait assez de se faire traiter de sale ceci, sale cela. Et voilà, donc il a donné un bon coup de poing. Et bon, bon, il est fort. On a des athlètes, hein. On a même Teddy Riner qui est un champion de judo. Bon, mon frère n'est ni aussi grand ni aussi fort, mais bon, il a bien frappé, il y a toutes les dents de devant qui sont parties. Bon, c'est pas la bonne solution, je sais, mais c'est surtout l'émanation de quelque chose qui était très difficile à vivre. Alors, j'ai donc déjà bien parlé des thématiques du métissage et du marronnage, hein, qui sont majeures, mais bien évidemment, il y a aussi la féminitude, hein, la féminitude qui est
un mot que j'ai trouvé chez Simone de Beauvoir, pas dans les livres qu'elle a signés elle, mais dans un entretien qui s'appelle Situation 10, entretien avec Jean-Paul Sartre, où Simone de Beauvoir définit la féminitude comme étant non plus simplement la revendication des droits des femmes à travers le féminisme, mais qui va au-delà en étant une posture. Et moi, je vais au-delà en vous disant que ce que je voudrais, c'est qu'on ne nous enlève pas notre plaisir d'être femme, le plaisir d'être femme, qu'on ne nous le gâche pas. Donc c'est pour ça que j'aime ce mot féminitude, d'ailleurs qui ressemble au mot négritude, permettant de se sentir bien dans sa peau de nègre, et la féminitude, en fait, c'est se sentir bien dans sa peau de femme, et ne pas avoir honte d'être une femme. Et par exemple, il y a des termes, vous savez, ça va très loin, parce qu'il y a des situations, des civilisations, où on a par exemple sali les règles des femmes, les menstrues. Et même dans le vocabulaire, ça se voit, parce que quand on voit le mot serviette hygiénique, c'est choquant, puisque les règles des femmes ne sont pas impures. Donc c'est pas une question d'hygiène, c'est, bon, on n'a qu'à dire les serviettes périodiques ou les tampons périodiques, mais moi quand je vois que c'est dit hygiénique, et quand je sais qu'il y a en plus des sociétés où on va mettre à l'écart les femmes, les mettre dans une maison de manière insalubre, là c'est là que ça devient peu hygiénique. De manière insalubre, on les met dans un lieu séparé pendant la période de leurs règles sous prétexte qu'elles sont impures. De nos jours encore, ou quand je vois qu'il y a l'excision qui est pratiquée pour couper, c'est le cas de le dire, couper le plaisir de la femme, là ça c'est quelque chose que je trouve absolument scandaleux et scélérat. Il y a aussi la privation d'éducation des filles. D'ailleurs, bon, j'ai écrit un long poème qui s'intitule « Elle a le droit d'aller à l'école » et ainsi de suite. Et j'énumère toutes ces violences faites aux femmes. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, je veux dire justement deux mots à ce propos du Parlement des écrivaines francophones. Il y a eu un premier Parlement des écrivaines francophones à Orléans. Alors, le symbole est intéressant puisque c'est la ville de la pucelle d'Orléans. Bon, même si on écarte les affaires religieuses et aussi la revendication de la récupération de Jeanne par des extrémistes, etc. Nous, ce qu'on va garder, c'est l'idée que c'est une femme, par exemple, qui a été condamnée pour avoir été relapse, pour avoir porté et reporté, malgré l'interdiction, l'habit d'homme. C'est une femme qui, bon, on peut juger, bon, c'était royaliste, sa démarche, etc. Bon, on peut juger plein de choses. Mais gardons l'image symbolique de la femme qui existe, au moins, et qui existe en étant féminine, en étant femme. Donc ce premier Parlement des écrivaines francophones a eu lieu là en septembre dernier. Et il réunit, comme le nom l'indique, plein de femmes, donc du Québec, d'Afrique, de tout ça, enfin de tout le monde francophone, de Belgique, de la Caraïbe, d'Haïti. Bon. Et ça c'est important. Alors tiens d'ailleurs, je vais montrer le badge qu'on a, parce qu'on a fait un petit badge, enfin peu importe. En tout cas, il dit « Je suis une fille et j'écris ». Et moi, donc non, ça c'est en tant qu'écrivaine, mais je vais plus loin. Surtout, je suis une fille et j'étudie et j'ai le droit d'étudier parce que les filles, malheureusement, dans bien des endroits, sont privées de l'éducation. En fait, le thème du fait que moi, je n'ai ni honte ni de désagrément du fait d'être une femme, mais que même si moi je n'en souffre pas, parce que bon, j'ai par exemple fait un métier, le métier de professeur, où il y a à peu près une égalité, il y a en tout cas une égalité de salaire, etc., ce qui n'est pas le cas dans la plupart des professions. Il n'y a pas d'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Bon, c'est pas parce que moi je n'ai pas souffert de toutes ces choses, en fait, que je ne vais pas me battre pour les autres. C'est peut-être dans le sang, et justement le sang de mulâtre, puisque vous avez par exemple un cas, le cas de Louis Delgrès, qui est devenu un héros de la Guadeloupe, et qui est mort en disant « vivre libre ou mourir » quand il y a eu le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, mais qui était, et ça aussi c'est important qu'on le sache, qui était premièrement libre, et qui secondo, donc libre, esclave affranchi,
parce que c'était le fils d'un béquet, d'un blanc de Martinique. Alors, il est devenu héros en Guadeloupe, mais c'est un Martiniquais. C'est pas un noir comme hier au soir, c'est un mulâtre clair. Et son père, en plus, il avait de la chance parce que finalement, donc son père lui a donné son nom et son prénom. Le père s'appelle Louis Delgrès aussi. Et il l'a eu avec une femme esclave noire, mais il l'a affranchi. Donc c'est très généreux de sa part, puisqu'il est allé se battre alors que lui-même n'était pas un esclave. Et il a pris les armes, je trouve ça très beau. C'est pas parce qu'on souffre soi-même de discrimination, disons, ou d'une situation révoltante, qu'on se bat. On peut simplement voir que la situation est révoltante et prendre d'une certaine manière les armes. Bon, moi, c'est les armes que je prends, c'est la plume et mon clavier d'ordinateur pour me battre, même si je ne souffre pas particulièrement ni du racisme, ni de la misogynie. Et tous les hommes que j'ai rencontrés qui avaient ces tendances phallocratiques, je les ai matés. J'ai eu à un moment une relation avec un homme qui m'a dit que j'étais une matcha, et je mate les machos. Alors ça a commencé avec mon père, qui, quelque temps avant sa mort, était presque devenu féministe, était presque prêt à voter pour une femme. Enfin, pas la dame qui porte la haine, mais d'une manière générale, voter pour une femme, ce qui est très peu répandu encore en France. Il y a beaucoup de réticences. On n'a pas beaucoup de femmes politiques qui soient arrivées à un haut niveau. Quant à la Martinique, n'en parlons pas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, nous n'avions pas de femmes mères. Bon, maintenant, nous avons même une sénatrice, etc. Mais c'est tout récent, hein, c'est les dernières années. Ah oui, oui, oui. On n'attend pas les femmes dans ce secteur, ou du moins, elles sont... Alors, en fait, ce qui est injuste, parce qu'elles participent aux manifestations, elles ont beaucoup participé aux insurrections anti-esclavagistes, elles ont beaucoup participé à la politique, et on ne leur rend pas hommage. D'ailleurs, j'ai écrit Lumina Sophie dite surprise, qui est historique, en référence à ce personnage de Lumina, qui s'est battue. Alors elle aussi d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle n'était pas travailleuse dans la canne, mais elle s'est battue lors de l'insurrection du Sud de 1870 avec, à la tête de plein de travailleuses et travailleurs de la canne, parce qu'il y avait eu un terrible incident raciste. Et je ne vais pas être trop longue à tout raconter, mais enfin c'était donc après l'abolition de l'esclavage, longtemps après, mais il y avait quand même toujours de grands problèmes et une tension sociale et une exploitation des anciens esclaves à qui on donnait un salaire de misère et qui ont fait des grèves. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a fait venir les Indiens, dont j'ai parlé tout à l'heure, en expliquant que, en fait, ma personne correspond à l'histoire de la Martinique et aux différentes strates de population qui se sont mélangées. Et donc, Lumina Sophie dite surprise, elle est un personnage intéressant parce qu'elle avait appris à lire et elle lisait les journaux. Et donc, elle en parlait à ses compagnons de lutte, etc. Et puis, un jour, je recevais justement des universitaires américains qui étaient venus en Martinique et on est allé visiter le musée ethnographique. Et qu'est-ce que je vois dans les panneaux consacrés à l'insurrection du Sud de 1870 ? Je vois qu'on parle que des hommes, des meneurs qui étaient des hommes. Et puis il y a mais vraiment à peine une demi-ligne qui évoque Lumina Sophie dite surprise. Et au paradoxe, le monsieur l'historien, qui est un ami, hein, donc je lui ai dit, qui avait constitué cette expo, est toujours d'ailleurs le mari de la dame qui présidait, parce qu'elle a quitté ce poste, l'Union des femmes de Martinique, la seule association à l'époque, la seule association féministe de la Martinique. Vous vous rendez compte un peu? Alors j'en ai parlé justement à Gilbert, pour ne pas le nommer. Il m'a promis de rattraper ça, parce que c'était avant l'an 2000, puisque c'est une pièce qui a été jouée en l'an 2000. Et donc tout ça pour dire que finalement on a une prégnance, un poids de ce machisme en Martinique qui est absolument gigantesque, y compris avec le mythe du potomitan. Bon, si j'ai 2 minutes, je vais l'expliquer parce que c'est quasiment une fable. La femme considérée comme
pilier central, donc le poteau mitant, avec ce vieux mot mitant qui veut dire le milieu, hein, en ancien français, d'accord, elle est au centre de la famille, et sans elle tout s'écroulerait. C'est très beau. Mais en fait c'est quand même aussi un alibi, c'est quand même aussi un prétexte pour l'absentéisme du père, éventuellement, parce que c'est tout remettre, et puis sur le dos de la femme, et aussi lui laisser l'autorité, parce qu'elle est bien obligée d'avoir de l'autorité, y compris les châtiments corporels, avec une transmission du châtiment corporel, qui est aussi une des choses contre lesquelles je lutte, et qui est une habitude très issue de l'esclavage. C'est-à-dire qu'avant, c'était le maître qui maniait le fouet, ou qui faisait manier le fouet par d'autres esclaves, sur le corps d'autres esclaves. Et on voit que ça a perduré comme un mode d'éducation. Ce mode d'éducation par les châtiments corporels, c'est aussi une chose contre laquelle il faut lutter. Bon, bien sûr, c'est pratiqué dans beaucoup de pays, mais en particulier, en Martinique, c'est particulièrement choquant de voir qu'on y croit. J'ai même eu en tant que prof, quand je faisais mon stage en collège, et qu'il y avait une dame qui était donc, elle aussi, relativement éduquée, puisqu'elle était au secrétariat du collège en question, qui me dit, parce que sa fille avait des difficultés, n'était pas très douée. Et je lui mettais, comme on dit là-bas, des vieilles notes, ça veut dire des mauvaises notes. Bon, j'étais obligée de lui mettre des vieilles notes, mais j'ai arrêté de lui mettre des trop vieilles notes, parce que sa mère m'a dit, mais vous savez, il faut y aller, faut être... Moi, vous savez, chaque fois qu'elle a une mauvaise note, une vieille note, je la bats, je la bats, je la bats. Oh là là, mon Dieu, je me suis dit, bon, c'est... Donc après, je suis désolée d'avouer que je mettais au moins la moyenne à cet enfant-là, parce que je me disais, si chaque fois qu'elle a une vieille note, entre guillemets, une mauvaise note, sa mère la bat, elle, je la bats, je la bats, je la bats. Oh. Bon, alors que l'enfant, elle était juste un peu limitée, on ne pouvait pas faire du... Vous savez, surtout en français, on peut difficilement mettre une très bonne note quand vraiment l'enfant a... Bref, je referme la parenthèse pour dire que ça fait aussi partie de mes luttes, qu'on essaye d'être plus respectueux des droits de l'enfant. Alors les droits de la femme, les droits de l'enfant, et il y en aura d'autres aussi. Mais je suis également très bavarde. D'ailleurs, si j'écris, c'est parce que ça me permet de bien exprimer tout, mieux encore que je ne peux le faire oralement. Oui, alors celui-ci, c'est un poème, c'est un recueil de poèmes. Parce que bon, je me suis adonnée aux divers genres. J'ai commencé par le roman. L'autre qui danse, qui est sur le thème de l'identité, avec deux sœurs, l'une qui se prend les pieds dans ses racines, à tout point de vue, y compris dans les relations avec l'homme, parce que ça aborde aussi pas mal les relations entre hommes et femmes, dans la relation entre tradition et modernité, et puis l'autre sœur, l'autre qui danse, c'est-à-dire que je donne un petit peu des remèdes pour s'en sortir. Je suis passée aussi par un roman fragmenté en nouvelles, qui s'appelle Rue Monte au ciel. Rue Monte au ciel, c'est le symbole justement de, comme si c'était des ascensions. Dans chacune des nouvelles de ce roman, Rue Monte au ciel, c'est l'élévation, c'est se sortir d'une catastrophe. La première étant en 1902, l'éruption de la montagne Pelée, le volcan, puis la dernière étant en 2002. Donc c'est une traversée du siècle avec puisque 2002, c'est le transport des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon. Et là, j'y évoque l'idée que j'ai fait des études de lettres et on ne m'avait jamais dit, pendant les études en question, que Dumas était un mulâtre. Ça, on ne nous le disait pas, alors que c'est l'auteur des personnages de romans les plus connus, ou de livres, disons, les plus connus au monde, devant Don Quichotte. C'est quand même impressionnant que ce soit justement un mulâtre de l'actuel Haïti, donc qu'on appelait Saint-Domingue à l'époque, qui était française, voilà, qui illustre quand même la littérature française. Et ensuite, j'ai publié de la poésie, mais c'est intéressant parce qu'il y avait eu, à la sortie de mon premier roman,
qui avait eu un certain succès. Il y avait eu dans un des journaux, l'Humanité ou le Figaro, je ne veux même pas me souvenir duquel c'était parce que ça m'amuse, parce que c'est un peu les deux extrêmes, mais il y avait cette phrase, l'autre qui danse, poème en prose autant que roman. Donc il y avait déjà cette empreinte un peu poétique dans mon écriture, même mon écriture dans le roman. Et d'ailleurs, ça m'a valu un prix de la Société des poètes français pour l'ensemble de mon œuvre, quelques années après, quand j'ai commencé à publier un recueil de poésie qui s'appelle « Exquise déréliction métisse », avec cet oxymore dans le titre, puisque c'est vrai que c'est délicieux d'être métisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon métissage, j'en suis enchantée, mais c'est dur aussi, parce qu'on n'est ni tout noir, ni tout blanc, on est à cheval entre toutes ces formes de culture, de société, et même de racisme, puisqu'il y a tous ces racismes dans tous les sens hein, qui s'exercent. Donc, exquise déréliction métisse, déréliction étant ce mot qui est presque philosophique, qui exprime l'abandon total. Et il y a des cas où on se sent, en tant que métisse, dans un abandon total. Et puis, donc, d'autres... bon, j'ai pas fait beaucoup de bouquins, hein, je publie peu, finalement. Donc, ils sont 6 en tout. Il y a donc cet autre recueil de poèmes qui s'appelle « Déictique féminitude insulaire », dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure en vous parlant de cette féminitude. Et puis, celui-ci, c'est mon dernier recueil de poèmes, puisqu'il y avait eu avant la pièce Lumina Sophie dite surprise, dont j'ai aussi parlé tout à l'heure. Et alors, Scripta manent, pourquoi? Bon, ce titre latin, les écrits restent, tout le monde connaît le proverbe les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est issu en fait d'un entretien que j'ai eu avec Césaire, donc qui a été publié il y a quelques années dans Prosopopée urbaine. Et en fait, j'avais obtenu de Césaire un poème inédit au préalable pour Hurricane. Et là, il m'a dit, je n'ai plus de poème, mais on va faire un entretien. Donc, on a fait un entretien qui d'ailleurs vient d'être republié là, aux éditions Jean-Michel Place dans les ensembles d'écrits politiques de Césaire qui viennent d'être publiés. Là, Et à la fin, il dit, alors voilà, à la fin de l'entretien, je lui demande une dédicace pour ma mère en disant que je veux me faire pardonner parce qu'elle voulait que j'aille faire du shopping, enfin pardon, du marchandage, du magasinage. Et j'ai dit non, j'ai rendez-vous avec Monsieur Césaire pour faire un entretien. Donc, pour me faire pardonner, est-ce que vous voulez bien me faire une dédicace pour ma maman? Et Césaire écrit à Elmire Dracius que la Martinique remercie, entre autres choses, d'avoir mis au jour la poésie, la vraie, Suzanne, merci. Alors bon, bien sûr, l'entretien était enregistré et j'ai dit, bon, bah, on va peut-être pas laisser ça. Il a dit si, et il faut l'écrire. Et quand j'ai apporté la transcription de l'entretien enregistré, il a relu tout ça pour signer son autorisation de publication, il a vérifié qu'il y avait bien ça, il m'a dit, c'est pour la postérité, que vous aurez toujours la preuve que Césaire aimait l'écriture de Dracius. C'est beau. Et il m'a dit là-dessus, scripta manent, les écrits restent, les paroles s'envolent, scripta manent, les écrits restent. Donc c'est ce qui m'a inspiré le titre de ce recueil de poèmes. Oui, j'avais coordonné il y a quelques années une anthologie donc avec beaucoup de grands noms, Césaire qui m'avait donné un poème inédit. Il y avait aussi Derek Walcott, qui est notre prix Nobel caribéen, c'est un Saint-Lucien qui m'avait donné l'autorisation de publication d'une traduction. Et ça s'appelait, donc, pardon pour mon mauvais accent, Hurricane, cri d'insulaire. Et donc le thème c'était ça, exprimer cette insularité. Pour ma part, moi je ne me sens pas du tout enfermée. Parfois les gens vous disent « Ah, comment est-ce que tu peux vivre dans une île, tu es obligé de… » Non, je ne me sens pas du tout enfermée. D'abord, aujourd'hui nous avons d'énormes moyens de communication. Les bateaux, les avions sont quand même fréquents. Et puis surtout, au contraire, je trouve que la Martinique, par exemple, est un petit monde en réduction. D'une part avec l'échelle humaine. C'est un lieu à l'échelle humaine, un espace à l'échelle humaine. Et d'autre part,
avec toutes ces populations qui s'y sont mélangées, qui arrivent aujourd'hui à y vivre en à peu près bonne intelligence dans toute cette mosaïque de couleurs, même s'il subsiste beaucoup le préjugé de couleur, les préjugés de couleur, mais c'est finalement l'île nous permet d'être dans une ouverture au contraire au monde et à la fois peut-être, enfin moi je le vis comme ça, à la fois une humilité et une fierté. Une fierté de cette résistance, parce que ça n'a pas été facile. Le fait d'être une des îles était en même temps lié au fait d'être une colonie dépendante. Donc aujourd'hui encore, il y a des problèmes. Dépendante complètement, par exemple, sur le plan économique, sur le plan de notre production, des choses qui permettent de vivre, des produits de première nécessité. Parfois, on nous a même interdit de fabriquer des choses, parce qu'il fallait les exporter, parce que ça faisait partie du flux économique à partir duquel, il faut bien avouer, la métropole, entre guillemets, la France, était riche, fondait sa richesse, fondait sa prospérité. Aujourd'hui encore, si la France est toujours un grand pays, si elle est une des plus grandes puissances maritimes du monde, c'est grâce à nous, grâce à tous ces outre-mer, toutes ces îles, un peu partout. Bon, donc notre insularité, je pense que aujourd'hui, il faut la prendre comme une donnée dont on doit améliorer les contours. Alors bien sûr, on ne peut pas agrandir nos îles, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est acquérir plus de possibilités de communiquer avec le reste de la Caraïbe et du monde, et pas seulement, comme c'était l'exclusivité royale, mais qu'on a quand même gardé un peu beaucoup dans la République, hein, ne pas seulement être obligé de communiquer avec toujours la grande France. Bon, je tiens des propos un peu peut-être osés, mais ça permettrait à des gens de vivre mieux. Voilà. Encore une fois, bon, moi c'est pas moi qui en souffre de ce système, mais je vois que beaucoup en souffrent. Il y a eu d'ailleurs des émeutes terribles en 2009 contre ce qu'on a appelé la vie chère, la profitation, etc. Et 10 ans après, ça n'est pas complètement résolu.